et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Rabuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Barrière, qui est un groupe bien connu, présent dans l'hôtellerie et les casinos. C'est vous qui êtes le pionnier de ce qu'on appelle les resorts, c'est-à-dire ces lieux où on trouve à la fois de l'hôtellerie, de la restauration, des jeux, donc avec les casinos, mais aussi des spectacles, du sport, comme le golf. Vous êtes aussi propriétaire du célèbre Normandie Hotel à Deauville, du Casino de Deauville, et puis d'autres établissements très connus, le Majestic à Cannes, le Fouquet's à Paris. Alors vous êtes arrivé il y a peu de temps finalement. Il y a un peu moins de 2 ans. Voilà, et votre ambition, eh bien, c'est de développer ce groupe un peu partout dans le monde. Alors on va revenir justement sur vos ambitions dans ces métiers qui sont nombreuses. Après des années un peu agitées au sein de l'actionnariat et de la gouvernance du groupe, on va parler de la concurrence en ligne dans les casinos, auquel vous opposez fortement. Vous allez nous expliquer pourquoi. Comme les beaux jours arrivent aussi et les ponts de mai, vous allez nous dire si les Français ont encore le goût et l'envie de voyager et d'aller en vacances. Mais d'abord, on va parler du groupe Barrière. Alors, je le disais, le groupe a connu des périodes un peu agitées avec une prise de pouvoir de la nouvelle génération qui est incarnée par Joy de Seigne-Barrière et Alexandre de Seigne. Alexandre Barrière, pardon. Lapsus révélateur. Alexandre Barrière. Ce coup de théâtre qui illustre, on voit cette nouvelle génération, une succession compliquée. Est-ce que ça a fragilisé le groupe ? Non, je ne crois pas du tout. Il y avait un passage de témoin assez naturel entre une gouvernance précédente et puis une nouvelle gouvernance incarnée par Alexandre Barrière et sa sœur Joy de Seigne-Barrière. Voilà, ils étaient en situation de reprendre le groupe, c'était bien normal. Mais ça a duré un peu de temps. Est-ce que ça n'a pas ralenti les investissements qui étaient nécessaires dans le groupe, qui avait une image peut-être un petit peu poussiéreuse, et comment on lui redonne son aura aujourd'hui ? Écoutez, tout ça est derrière nous aujourd'hui, on s'en félicite. Il y a une incarnation très forte de la gouvernance, à la fois par nos propriétaires qu'on vient d'évoquer, et puis par l'équipe qui m'entoure. Et on est là effectivement depuis un peu moins de 2 ans, à la tête de cette entreprise, de ce groupe familial. Et on a une ambition très forte, c'est celle de effectivement redonner ces lettres de noblesse à cette entreprise incroyable, historique, à ce groupe français, 100% français, familial, ce qui est assez rare pour le souligner, dans une industrie du luxe, à la fois dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui est un gros secteur également pour nous, et puis bien sûr dans les casinos. Et la dynamique est très forte, on aura l'occasion d'en reparler, une dynamique d'investissement très soutenue depuis 2 ans et qui va perdurer. Donc une de vos priorités justement, c'était de restaurer un peu tous ces établissements très prestigieux, mais effectivement qui nécessitent souvent des investissements, des équipements. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est bien engagé ? Est-ce que vous avez les moyens de le faire ? C'est vrai que quand on est un groupe familial, c'est pas forcément évident. Alors oui, d'abord c'est engagé, c'est un groupe familial qui a les moyens de ses ambitions, c'est un groupe qui est peu endetté. J'entends ici ou là beaucoup de fantasmes sur le groupe Barrière. Il n'y a pas besoin de vendre des actifs aujourd'hui pour réinvestir dans le groupe. Absolument pas, et c'est pas du tout la vocation de nos propriétaires, qui sont là pour faire perdurer une destinée familiale, un héritage, un patrimoine, et on n'est pas du tout dans une logique de devoir vendre des investissements pour investir. Donc oui, on a les moyens de nos ambitions. Le groupe Barrière, c'est 100 millions d'euros d'investissement par an dans ses casinos, dans ses hôtels, dans ses restaurants. On rénove notre patrimoine, on rénove aussi le patrimoine de l'État, puisque vous savez que dans un certain nombre de casinos, nous ne sommes pas chez nous, mais nous avons des délégations de services publics, et nous investissons des dizaines de millions d'euros dans ces bâtiments-là. C'est des bâtiments classés Absolument, souvent classés, souvent aux ABF. J'imagine que l'hôtel, le Normandie à Deauville, par exemple, c'est classé. Oui, bien sûr, ça nous appartient. Mais par exemple, pour donner un exemple proche de Deauville, le Casino de Trouville, qui n'appartient pas au groupe Barrière, mais que nous opérons, on est en train d'investir énormément d'argent dedans pour refaire ce bâtiment classé, iconique. Et c'est aussi ça le rôle du groupe. Pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, oui, on est là pour dynamiser le groupe. Souvent, on parle du groupe Barrière comme une belle endormie. On a une chance inouïe d'avoir ce patrimoine. À la fois, on va le restaurer, on va le dynamiser.
Et alors votre ambition, je le disais, c'est de développer maintenant ce groupe. Une fois qu'on l'a restauré, c'est de le développer notamment à l'international. Alors, j'ai dit que vous aviez des marques très connues, le Fouquet's, le Majestic. Avec quelle marque voulez-vous vous développer à l'international? Par exemple, si vous ouvrez des hôtels. Alors, on a plusieurs options sur la table. Vous avez dit qu'on a des hôtels qui portent même un nom assez iconique comme le Majestic, le Normandie, le Royal à la Baule, le Royal à Deauville, etc. On a développé la marque Fouquet's, puisque le Fouquet's est à Paris. Vous avez plus d'une dizaine de Fouquet's dans le monde. Nous avons des restaurants Fouquet's en stand-alone et nous avons en hôtel 2 hôtels, celui de Paris et celui de New York. On a ouvert il y a 2 ans, qui rencontre un succès formidable. On est extrêmement fiers de cet hôtel à New York. On a réussi à s'imposer dans une industrie très concurrentielle new-yorkaise et on fait partie des 3 plus beaux, 4 plus beaux, 5 plus beaux hôtels de New York. Donc on a beaucoup de chance. Donc la marque Fouquet's, c'est une marque identifiée comme... Vous allez ouvrir des Fouquet's un peu partout? Bien sûr, on a cette vocation à développer cette marque dans le luxe, mais aussi des hôtels barrières à l'international. Et en fonction des destinations, en fonction des typologies d'hôtels, en fonction de la taille des hôtels, on aura l'occasion de pouvoir développer telle ou telle marque. Mais il est clair que la marque Fouquet's, c'est une marque qui a beaucoup d'appétence. Les gens aiment beaucoup cette marque, et notamment internationale. Mais alors, développer des hôtels, enfin, je crois que vous voulez doubler votre parc, passer à 40 hôtels, ça coûte quand même assez cher. Et comment vous voulez faire? Est-ce que vous rachetez des hôtels? Est-ce que vous rachetez les murs? Quelle est votre stratégie de développement? Écoutez, c'est très simple. On a beaucoup de chance. Nous sommes propriétaires, pour ne pas dire à 100%, à 95% des murs et des fonds des hôtels aujourd'hui que nous avons. Donc évidemment, c'est très coûteux en investissement chaque année, rénovation, développement, etc. Donc nous gardons la majorité de nos capacités d'investissement pour nos hôtels, nos restaurants, nos casinos, pour nos maisons, pour les rénover, les mettre dans ce niveau de montée en gamme que nous souhaitons opérer. Et à l'international, nous allons avoir des contrats de management, c'est-à-dire que nous ne serons pas propriétaires des murs des hôtels, nous allons les opérer, comme font toutes les marques de luxe dans le monde entier. Nous allons comme le groupe Accor, c'est-à-dire qui est l'opérateur, enfin qui n'est pas propriétaire. Oui, alors c'est un peu différent. Le groupe Accor, ils étaient propriétaires de leurs murs, ils ont décidé de les vendre. Et, nous, on a décidé de conserver nos hôtels. Et par contre, d'autres marques, pas Four Seasons par exemple, pour en citer une, bien elle opère ses hôtels, pas propriétaire de la majorité de ses hôtels. Et donc c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous avons fait rapidement, bien sûr, sur les marchés prometteurs. Absolument. C'est ce que nous avons fait à New York avec un grand succès. Et c'est ce que nous venons de faire également pour l'ouverture de notre 2e hôtel à Paris, Place Vendôme, qui s'appelle Maison Barrière Vendôme. Eh bien, nous sommes opérateurs de cet hôtel, nous ne sommes pas propriétaires. Et c'est aussi un grand succès, même si ça fait que 3 mois que c'est ouvert. Alors, votre créneau, c'est le luxe? Parce que là, dans l'hôtellerie, on peut... le moyen luxe, le super luxe... vous, c'est le luxe. Est-ce que vous pourriez, par exemple, imaginer aller jusqu'à avoir un palace? Bon, nous avons déjà un palace, à Courchevel, c'est un palace, l'hôtel Barrière-les-Neiges, et qui est un hôtel qui rencontre lui aussi beaucoup de succès. Le Fouquet's à Paris candidate pour être palace, donc on espère qu'on va l'être, on pense qu'on a tous les attributs pour l'être. Notre vocation, c'est ce développement-là dans le luxe. Vous allez aussi lancer une offre all-inclusive, qui veut dire tout compris. C'est-à-dire que vous aurez l'hôtellerie et puis les services autour. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est faire un peu comme le Club Med, où tout est compris quand on part en vacances? Alors on est loin de l'expérience Club Med quand on est chez Barrière, même si moi je trouve que c'est une très belle entreprise, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que le groupe Barrière, on a la chance d'avoir des resorts, d'avoir créé cette notion de resort, c'est-à-dire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, avec des grands hôtels, avec beaucoup de chambres, et avec toutes les activités sur place, notamment pour les familles, le sport, la restauration, le bien-être, le jeu pour ceux qui le souhaitent. C'est le cas à Deauville, c'est le cas à La Baule, c'est aussi le cas d'une certaine manière à Cannes, où nous avons des plages, des hôtels, des restaurants et le casino. Et donc on souhaite s'appuyer sur ces hôtels-là pour avoir des hôtels de très grand luxe. C'est le cas aujourd'hui, avec un service personnalisé, mais dédié aux familles, où finalement vous venez séjourner chez nous. C'est pour faire venir plus les familles? Oui, parce que les familles sont demandeuses de ça dans ce type d'hôtel, et d'avoir effectivement pas de souci à se poser sur on déjeune dans quel restaurant du groupe Barrière, on va dans quel spa, est-ce qu'on peut faire du paddle ou du tennis. On veut une liberté de pouvoir profiter de ses vacances facilement, et c'est le principe, je dirais, de ces offres-là. Et dans le même temps, nous avons des hôtels de 40 chambres à Courchevel,
qui sont un palace, à Saint-Barthélemy de 25 chambres, qui est aussi un hôtel de très grand luxe, et donc, ou à New York, et donc avec des prix moyens très élevés, parfois plus élevés qu'à La Baule ou à Deauville, et donc finalement on a une offre qui est un peu diversifiée pour tout le monde. C'est pas tout à fait la même clientèle. C'est pas tout à fait la même clientèle. Et la vocation du développement du groupe Barrière est dans le luxe ou dans l'ultra-luxe. Finalement, ces termes sont un peu galvaudés parfois. Tout ça est une question d'expérience, de service personnalisé pour nos clients. Chacun voit le luxe où, oui, voilà. où il veut. Alors, je le disais au début de l'émission, le groupe Barrière, c'est donc 2 jambes, l'hôtellerie dont on vient de parler, mais c'est aussi les casinos. Là, vous êtes vraiment un des pionniers aussi en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment se porte ce secteur, comment se porte cette activité qui prend une place importante dans votre groupe? Je crois que c'est les 2/3 de... C'est environ les 2/3 du chiffre d'affaires. Les 2/3 du chiffre d'affaires. Et c'est ça qui finance l'ensemble du groupe. Ça contribue largement à la rentabilité de ce groupe, et pas que, parce que l'hôtellerie est très rentable, la restauration aussi, mais les casinos sont structurellement plus gros. Donc nous avons 34 casinos, principalement en France, mais aussi en Égypte, aussi en Suisse. Ensuite également en Côte d'Ivoire, donc on a un développement international qui était assez restreint. On est très exposé géographiquement en France dans les casinos. Vous en avez combien en France? On en a 26. 26. Nous sommes le numéro 1 en France. Nous avons 5 des 6 plus gros casinos français qui sont des casinos Barrière. On a environ 30% de part de marché de cette activité en France. On a la chance d'avoir le casino qui est à côté de Paris, à Enghien, un quart d'heure de Paris, qui est le premier casino d'Europe. C'est un secteur qui est très chahuté, parce qu'on voit qu'il y a des tentatives d'alourdissement de la fiscalité. On en a parlé au moment du budget. Est-ce que ce danger-là d'alourdissement de la fiscalité, il est écarté aujourd'hui ou ça pèse dans le secteur? Plusieurs remarques. D'abord, c'est un secteur qui fait croissance 0 ou 1% par an. Donc c'est une croissance plus que relative et c'est assez flat. Si vous regardez entre 2000 et 2023, la part de marché des casinos dans l'univers des jeux d'argent en France a baissé drastiquement. C'était 33%, c'est 20%. Le grand gagnant, c'est la Française des Jeux, qui a plus de 50% maintenant de part de marché dans les jeux en France. Donc là, on a une distorsion de concurrence entre l'activité des casinos physiques et notamment la Française des Jeux, à plusieurs égards. La fiscalité, qui est plus clémente pour la Française des Jeux que pour les casinos. Vous rendez compte, et donc vous demandez à être traité de la même manière? Mais quelle est la différence justement? Les casinos, c'est 58% de fiscalité. Sur les profits? Sur le produit brut des jeux, c'est-à-dire sur ce que jouent les gens. Sur les mises, voilà. 58% pour l'État. Absolument, pour l'État. Vous savez, les casinos en France, c'est 1,5 milliard qui sont redonnés à l'État. Rien que 500 millions chez Barrière. Jusqu'à l'année dernière, c'était plus que tous les GAFA réunis. Donc, en France, vous vous rendez compte? Dans l'actualité du moment, ça veut dire quelque chose. Et donc... Attendez, et la Française des Jeux? Vous dites, nous, c'est 58%? Oui, alors la Française des Jeux a plusieurs jeux, et il y en a qui sont inférieurs à 58, il y en a d'autres qui se rapprochent de 58. Vous rentrez dans un casino, si vous n'êtes pas majeur, vous ne pouvez pas rentrer dans un casino. Si vous allez dans un tabac, vous avez 100 mineurs sur 100 qui peuvent acheter un ticket de grattage qui est pourtant interdit aux mineurs, mais il n'y a pas les mêmes contrôles. Vous demandez à être traité de la même manière? Nous demandons juste à être traité de la même manière dans beaucoup de sujets qui nous concernent. Mais pour répondre à votre point également, vous avez raison de dire qu'il y a une explosion des jeux en ligne, les paris sportifs, les paris hippiques, le poker en ligne. Vous avez donc la Française des Jeux également qui explose. Et vous avez le secteur des casinos physiques qui est en régression. Alors que nous avons 45 000 emplois directs et indirects en France, dans tous les territoires de France. Nous sommes un numéro 1 de l'apport culturel dans ces territoires. Peut-être vous ne savez pas, mais le groupe Barrière, c'est 3500 spectacles par an. Et donc, nous sommes un des premiers employeurs du spectacle vivant. Toutes ces choses-là non délocalisables, on en parle peu, mais effectivement, c'est un attribut très fort des casinos physiques. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup, il y a un grand débat sur l'autorisation des casinos en ligne, aujourd'hui interdit en France. Vous avez dit que ça allait causer la mort des casinos terrestres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un relais de croissance aussi pour vous d'aller se développer sur ce sujet des casinos en ligne, si c'était autorisé? En essayant d'être concis. Il y a 3 mois, sous le gouvernement de M. Barnier, qui a disparu rapidement, il y a eu une tentative de légalisation des jeux en ligne, et donc des casinos en ligne. Mais c'est plutôt bon, pourquoi pas écoutez, non, c'est pas bon, parce que nous avons une exception culturelle française, ce qui n'est pas le cas en Europe. C'est 40% des casinos européens sont en France. 203 casinos sont en France, dans 203 communes, qui représentent environ 45 000 emplois. Et donc, si demain vous ouvrez les jeux en ligne tous azimuts,
sans règles, sans concurrence, avec une concurrence terrible plutôt. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir, c'est pas moi qui le dis, c'est la présidente de l'ANJ, 30% de joueurs en moins dans les casinos physiques, donc 30% de profits en moins, donc 30% des emplois en moins. Donc environ 15 000 emplois seront supprimés et un tiers des casinos fermeront. Donc qu'est-ce que nous avons dit? J'ai aussi une casquette de président du syndicat Casino de France, donc j'en parle librement pour toute la profession. Il faut être vigilant et si on devait ouvrir ou légaliser les jeux en ligne en France, il faudrait que ce soit avec les casinos physiques, avec les communes. Donc pas de nouvelle concurrence. Et il ne faudrait pas qu'on perde. Il y aurait la concurrence entre tous les acteurs des casinos physiques qui feraient du casino en ligne. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a cette exception culturelle française avec 203 casinos. Est-ce que ce sont les mêmes qui jouent en ligne ou qui viennent dans les casinos? Parce que quand on va dans un casino, on vient pour vivre une expérience. On n'est pas derrière son ordinateur à jouer au casino. On vient parce qu'il y a un décorum, parce qu'on boit un verre, parce qu'on s'amuse autour d'une table ou d'une machine à sous. Enfin, c'est pas du tout la même expérience. Alors, les deux, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez si on autorise le casino en ligne, vous pensez que les casinos physiques vont... Oui, parce que déjà, les casinos en ligne frauduleux non autorisés pullulent en France. Et, vous êtes d'ailleurs opposé à Meta sur ce sujet, Meta Facebook. Oui, je vais y revenir dans un instant. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que les joueurs de casinos physiques adorent venir dans les casinos physiques parce que c'est des lieux de divertissement, c'est des lieux d'entertainment. Mais quand on interroge nos clients, nos joueurs, ils nous disent déjà qu'ils vont jouer au casino en ligne aujourd'hui, alors que c'est interdit. Donc demain, évidemment, il y aura une partie de la clientèle qui sera la même si on fait tout pour faire en sorte que le casino physique reste un lieu de destination et de plaisir. Vous opérez sur un métier qui a un fort risque d'addiction, qui est celui des jeux. Comment est-ce que vous luttez contre ces risques-là? Est-ce que vous êtes vraiment efficace quand on est un peu jugé parti comme vous? C'est un des arguments très forts qu'on met en avant contre la prolifération des jeux en ligne et l'autorisation des jeux en ligne sans contrôle et sans maîtrise, puisque d'abord les jeux en ligne, c'est les jeux les plus addictogènes. Et donc nous, on opère sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Nous avons des psychologues dans nos casinos. Toutes nos équipes sont formées pour le jeu responsable. Nous avons des discussions avec nos joueurs. Des joueurs sont interdits. Nous sommes à l'écoute des uns et des autres, nous n'autorisons pas tout et nous sommes régis par des règles extrêmement strictes. Ce qui n'est pas le cas des jeux en ligne où les plus jeunes d'entre nous, nos enfants, des mineurs, pourraient accéder aux jeux en ligne et il y aurait un risque de santé mentale assez dramatique. Pour revenir au point de Meta que vous évoquiez il y a un instant, c'est vrai, vous voyez, une des premières illustrations frauduleuses de ces jeux en ligne, c'est que pendant des semaines, il y avait l'usage de la marque Barrière sur tous les réseaux sociaux, notamment ceux de Meta, en disant « Bienvenue chez Barrière, les jeux en ligne sont ouverts, cliquez ici ». Alors, d'un, Barrière ne fait pas de jeux en ligne, deux, c'est interdit, et trois, c'était une utilisation de notre marque frauduleuse. Donc nous avons porté plainte contre Meta, qui diffusait et qui acceptait de diffuser ces contenus frauduleux. Nous avons gagné. Du gain de cause. Absolument, et donc là, il n'y a plus d'usage de la marque Barrière frauduleuse, mais voyez de quoi sont capables ces opérateurs-là qui agissent aujourd'hui dans une illégalité totale en France. Donc il faut être vigilant et donc on ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Quand on va dans un casino, donc il y a la roulette, les machines à sous, je crois que les machines à sous sont quelque chose d'extrêmement... Absolument, très important et fondamental, bien sûr. Est-ce qu'il y a des innovations dans l'univers du jeu? Est-ce qu'il y a des tendances, des jeux qu'on ne connaît pas, qui vont arriver? Alors d'abord, il y a des machines à sous, il y a des jeux de table. Pour le groupe Barrière, c'est 50% du départ de marché dans les jeux de table en France. Nous avons 6000 machines à sous et 250 tables de jeux de table, pour vous donner à peu près une idée. Donc, que cherchent nos clients? Ils veulent une expérience, ils veulent des bars, des restaurants, des spectacles, du jeu. Donc pas que du jeu. C'est pas que du jeu. Et c'est ça l'envie qui est la nôtre, c'est-à-dire de continuer à développer nos modèles de casino avec un certain nombre d'offres annexes. Ensuite, chaque année, il y a des nouvelles machines, il faut offrir de nouveaux jeux. 600 dans votre casino d'Anguien. Absolument, c'est le plus gros parc de France. Et là, que veulent nos joueurs? Ils veulent des nouveautés, ils veulent des nouveaux jeux. C'est une nouveauté. Les nouveaux jeux, c'est des nouveaux jeux, c'est une nouvelle machine à sous. Une nouvelle machine. Alors, il y a même des franchises de marques avec des marques très connues qui peuvent arriver et se mettre dessus. Et vous avez des nouveaux jeux, des fonctionnements de jeux, des bonus, des super bonus, des gains, des surgains. Et il y a cet intérêt-là pour effectivement dynamiser cela. Après, sur la digitalisation de ce business-là, chez Barrière, nous avons
Digital Factory avec une centaine d'ingénieurs, de développeurs, de gens qui font de l'IA, de la data. Et nous sortons des innovations pour l'expérience du joueur. On a sorti une innovation qui s'appelle Barrière Play. Vous téléchargez votre application, vous rentrez directement dans vos casinos, vous mettez face à votre machine à sous, vous appairez votre téléphone avec votre machine à sous, vous jouez directement dessus, vous récupérez votre argent sur vos gains directement sur votre téléphone. Tout ça est tout à fait moderne par rapport à l'ancienne machine à sous, vous vous souvenez, avec les pièces qui tombaient dans les jetons de jouissif quand même. Oui, mais aujourd'hui, on est dans une expérience aussi digitale qui est sympa. Et rassurez-vous, il y a encore du bruit, il y a encore de l'ambiance. Alors, le sujet est passionnant, mais on va essayer d'avancer un petit peu, notamment sur votre vision du tourisme, puisqu'on approche aujourd'hui des ponts de mai et que l'été démarre. Comment se profile la saison, cette grande saison d'été? Est-ce que les Français ont encore envie de voyager aujourd'hui? Alors les Français ont envie de voyager. Nous, on a beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on est un acteur du tourisme de luxe et on essaye évidemment d'être dans une logique de tourisme responsable. La majorité de nos destinations sont accessibles en train, donc on est dans une mobilité douce, comme on dit. Donc beaucoup de Français, pour les ponts de mai, partent pas très loin. Elles veulent rester en France. Et alors, par exemple, les beaux jours actuels donnent envie aux uns et aux autres de réserver. On a beaucoup de réservations pour Pâques et évidemment pour les ponts de mai. Et souvenez-vous, l'année dernière, nous avions les Jeux Olympiques, qui avaient un petit peu paralysé le tourisme quand même en France. Et donc, il y a un effet post-JO qui est en train de se matérialiser sur le tourisme international. Il y a un effet post-JO, mais surtout aussi post-ouverture de Notre-Dame. On a vu beaucoup de choses. Le Fouquet's à Paris ne désemplit pas beaucoup de succès là, depuis quelques semaines. Il y a eu cet effet-là. Et nous, ce qu'on demande d'ailleurs, c'est souvent on me demande, mais qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public pour le tourisme en France ? Ah oui. Moi, je dis ce qu'on a été capable de faire à Paris pendant un mois, pourquoi on ne le fait pas 365 jours par an? Les JO à Paris, c'était fabuleux. Tout le monde a dit Paris, c'est formidable. Pourquoi Paris ne serait pas formidable toute l'année? C'est ça notre demande. Et puis une stabilité, bien sûr, économique, ce serait vraiment très agréable. Bon, vous parlez souvent des familles, mais en fait, quels sont vos clients? On se dit qu'au Fouquet, ce n'est pas des familles qui vont au Fouquet. Alors, figurez-vous, les touristes américains. Au Normandie, on se dit que quand même... c'est aussi plutôt des Américains ou des étrangers qui ont envie de découvrir la France et les plus beaux endroits de France. Alors, un peu de tout, mais vous avez raison, c'est protéiforme. Quand vous avez le Normandie à Deauville ou le Palace des Neiges à Courchevel ou le Majestic à Cannes ou à New York, le Fouquet's, c'est pas toujours exactement la même clientèle. C'est aussi ça la richesse du groupe Barrière. Ce sont des familles, ce sont des couples, sont un peu de clientèle d'affaires aussi, qui peuvent venir par exemple au Fouquet's ou à New York. Et donc, le parti pris de tous ces gens-là, tous ces clients qui viennent visiter nos maisons, que ce soit en famille ou en couple, c'est le luxe Barrière, c'est-à-dire l'intention, le service personnalisé, l'accueil, la reconnaissance de ses clients, le service. Alors vous allez me dire, tout le monde dit ça. Souvent, c'est un peu galvaudé. Je vous invite à venir chez nous. Si ce n'est pas le cas, et vous verrez, vous pourrez tester. Mais est-ce qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat? Du coup, il n'y a pas de sujet de pouvoir d'achat chez vos clients aujourd'hui? Écoutez, il y a un sujet de pouvoir d'achat chez tout le monde, bien sûr, mais ceux qui sont capables de pouvoir s'offrir un séjour ou une escapade ou un moment chez Barrière, c'est qu'effectivement, ils ont décidé de se faire plaisir. Et vous savez, les vacances, ça reste quand même un domaine encore un peu sacré pour les Français, mais aussi pour les étrangers. Et les clients ont envie de venir, ont envie de séjourner, ont envie de se faire plaisir en famille ou en couple, ou avec leurs animaux. On est très dogs-friendly, par exemple, chez Barrière. Ça fait partie de l'expérience de Barrière. Oui, tout ça, c'est très important. Et donc, on invite à la fois les familles, mais évidemment, tout le monde à venir dans nos maisons. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps pour finir cette émission. On va parler un peu de vous, Grégory Rabuel, parce qu'en fait, vous êtes atypique. C'est que vous n'êtes pas né dans l'hôtellerie du tout. Vous avez connu une belle carrière dans les médias, dans les télécoms. Qu'est-ce qui vous a amené à l'hôtellerie finalement? Écoutez, est-ce qu'on peut faire les deux comme ça? D'abord, vous savez, en France, on vous catalogue souvent dans un secteur d'activité, puis on veut vous faire rester dedans pendant longtemps. Ça n'a pas été mon choix, donc tant mieux. J'ai une carrière très intéressante, passionnante dans les télécoms, dans les médias, et j'ai fait une rencontre avec Alexandre Barrière et Joy de Cinq-Barrières, et ils m'ont parlé de leur groupe. Moi, j'ai toujours une sensibilité personnelle pour l'hôtellerie en tant que client, plus que pour les casinos, que je connaissais peu. Vous n'êtes pas joueur? Non, tant mieux d'ailleurs. Vous n'avez pas le droit. Non, on n'a pas le droit, mais du coup, ça ne me change pas beaucoup, puisque moi, je n'étais pas joueur. Mais j'étais client de ces hôtels, j'étais client de Barrière, et je voyais cette marque incroyable, cette belle endormie. Et je vois aujourd'hui comment on la ressuscite grâce à ce qu'on met en œuvre. Et quand, par exemple, on a fait l'acquisition d'une marque de restaurant exceptionnelle qui s'appelle Loulou, qui a été fondée par Gilles Malafosse et sa sœur Claire, on vient d'ouvrir un restaurant Loulou dans notre palace à Courchevel. Le succès est incroyable. Cette synergie entre
des gens qui ont créé une marque de restaurant fantastique, et en même temps nos hôtels. Et en fait, les gens veulent de l'expérience. Ils veulent venir dans un hôtel et ils veulent découvrir quelque chose. Donc, c'était pas écrit pour moi d'arriver dans l'hôtellerie. Une histoire de rencontre et aussi de plaisir du secteur. Alors, vous parlez de ce plaisir du secteur. Vous avez effectivement des clients qui vivent au rythme du blackjack, du festival de Cannes, des paillettes, etc. Quand on est patron d'une boîte comme ça, est-ce qu'on vit au rythme de ses clients, ou au contraire on se dit il faut garder un peu de recul sur cette vie-là pour garder la tête froide? Écoutez, il faut garder la tête froide, il faut rester à sa place, mais il faut accompagner nos clients, il faut être capable de les accompagner au Festival américain de Deauville et au Festival de Cannes, pour parler du partenariat historique du groupe Barrière dans le cinéma, mais aussi au jumping à la balle, puisqu'on est très proche de l'équitation, ou alors dans des Open de golf, entre autres. Mais il faut rester à sa place et il faut essayer de délivrer avec nos 7000 collègues la meilleure expérience pour ces clients-là, et toujours se remettre en cause. On disait souvent Barrière, c'est, je le disais, une belle endormie. Barrière est de retour. Barrière est sur la scène française et internationale, et le développement qu'on va opérer à l'international va se traduire par aussi ce retour au firmament de cette marque exceptionnelle. Une question courte, s'il vous plaît, qu'on a l'habitude de poser à nos invités, qui ont connu une belle carrière comme vous. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, et qu'on vous dit, vous partez d'une feuille blanche et vous vous disiez, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie, à part gérer les hôtels Barrière? Écoutez, je ne changerai pas grand-chose. Vous savez, moi, j'ai que le bac, j'ai pas fait d'études. J'ai une chance inouïe de pouvoir évoluer dans ces entreprises-là. Et je me dirais, à 20 ans, trouve un secteur où tu peux évoluer, tu peux te former, et où des patrons peuvent te faire confiance, comme certains m'ont fait confiance. La méritocratie. Oui, moi, je crois beaucoup à ça. Et au final, ça permet de pouvoir évoluer dans un secteur qui nous plaît. Alors, vous avez travaillé longtemps dans les médias. Est-ce que vous faites partie de cette jeune génération de dirigeants qui est adepte des réseaux sociaux? Je crois que ce serait une erreur de pas du tout être dans les réseaux sociaux. Alors moi, j'utilise beaucoup LinkedIn, et uniquement pour porter la parole du groupe, de ses actualités ou de la filière casino. C'est vous-même qui le faites, ou vous avez une équipe Alors non, c'est moi-même qui le fais. Je pense que c'est important de pouvoir maîtriser cela. Et sinon, je regarde les tendances. C'est une excellente ouverture sur ce qui se passe à l'international, notamment. Vos clients aussi. Les clients, leurs souhaits. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont souvent un très bon vecteur de notoriété de nos établissements. Donc, ça nécessite d'être bon et séduisant sur ces raisons. Exactement. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci Grégory Rabuel. Merci Olivia. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur le Figaro TV ou sur l'application du Figaro.fr. À bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.